Merci Florian. Donc effectivement, je vous parlais de l'ajustement posologie des anti-infectieux. Comme elle dit Florian, je suis du CHU de Poitiers, je fais partie d'une équipe médicale qui travaille sur le PKPD des anti-infectieux. Donc l'ESTP, quand on parle de l'ESTP de grand pas, donc c'est faire du dosage, mesurer les concentrations d'anti-infectieux pour ensuite faire de l'adaptation posologique. Donc il y a plusieurs buts qui peuvent être recherchés à ce dosage, ça peut être augmenter l'efficacité ou éviter éventuellement l'émergence de résistance, ou bien le cas plus fréquent qui va être de réduire les toxicités. Alors, qu'est-ce qu'il va faire qu'on va se dire qu'on va faire du STP? Alors, il y a des caractéristiques qui vont être propres aux anti-infectieux, d'autres qui vont être propres aux patients qu'on traite. Alors, du point de vue de l'anti-infectieux, qu'est-ce qui fait qu'on va dire cet anti-infectieux, ça va être intéressant de faire du STP? Alors, c'est des molécules où on a des index thérapeutiques assez étroits. Effectivement, on a envie de tomber dans une marge assez étroite de concentration pour être efficace sans être toxique. Après, il y a le côté variabilité interindividuelle, où effectivement, bon, si tous les patients ont les mêmes concentrations, ça ne servira à rien de faire du STP. Mais on va voir qu'il y a pas mal de molécules, on fait d'un patient à l'autre, on a une grosse variabilité. J'en fais le même, c'est plus simple. Et donc, c'est intéressant de faire du STP, de voir un autre patient où est-ce qu'il se situe par rapport à l'ensemble de la population de patients traités. Est-ce qu'il y a des concentrations plutôt plus faibles de la population plutôt plus fortes? Voilà, j'ai marqué faible variabilité intra-individuelle. Sur ça se discute. C'est-à-dire que des fois, on va doser chez un patient un jour J entre 10 grammes par litre. Et en fait, il y a une forte variabilité intra-individuelle. En fait, on va ajuster sur cette concentration à 10 grammes par litre, alors que le lendemain, il s'est passé à 15 ou 20. En fait, ça varie beaucoup, et notamment en réanimation, on peut avoir ce problème, effectivement, d'un jour sur l'autre. À la même posologie, on risque d'avoir des concentrations assez différentes et donc des expositions assez différentes. Également, quand est-ce qu'on fait du STP? Pour faire du STP, il faut avoir une relation PK/PD qui soit connue, c'est-à-dire qu'il faut avoir des cibles, il faut savoir comment interpréter une concentration. Si on mesure du 10 mg par litre, qu'est-ce qu'on en fait? Comment interpréter? Donc, connaître une relation entre l'exposition et bien l'efficacité ou bien la toxicité. Ça, pareil, voilà, c'est un cas, c'est une problématique qu'on trouve pas mal avec les anti-infectieux qui peut poser des soucis. Réponse thérapeutique non évidente, donc effectivement, si on voyait le résultat du traitement anti-infectieux directement par la guérison par la toxicité, on pourrait en direct monitorer juste en regardant l'effet clinique. Généralement, ça ne va pas être le cas. Et dernier point, mais non le moindre, c'est qu'il faut avoir une méthode de dosage qui soit disponible et qui soit capable de rendre une mesure de concentration dans les délais qui soient pertinents. C'est-à-dire que si vous êtes dans un CHU où l'antibiotique n'est pas dosé, et si le prélèvement va partir à l'autre bout de la France pour faire le dosage, et qu'on vous rend le résultat 2 semaines plus tard, forcément, ça va perdre de sa pertinence et ça ne servira à rien d'avoir demandé un dosage. Donc, il y a des caractéristiques propres à l'anti-infectieux qui font que ça va être intéressant de faire du STP, puis après, il y a des caractéristiques propres aux patients. Il y a des patients pour lesquels on va dire, celui-là, vraiment, ça m'intéresse de faire du STP. Alors, ça sera typiquement un patient très rare, parce que chez le patient très rare, souvent, on ne va pas trop savoir comment va se comporter la molécule pour ce patient, parce qu'il va y avoir tout un tas de caractéristiques qui vont le distinguer du patient lambda classique. Après, il y a d'autres cas de figure, comme la pédiatrie ou des patients insuffisants, rénaux, hépatiques, on va pouvoir se poser la question. Des conditions particulières où on ne sait pas trop quel va être l'impact de l'hémodialyse sur la pharmacocinétique du produit. On peut dire, mon patient, je fais des séances d'hémodialyse, je vais doser pour vérifier est-ce que il faut que je remonte ou pas les poteaux, enfin, comment gérer ça. Pareil pour les ECMO, je pense que Florian va en parler cet après-midi. Les patients polymédiqués, on peut se dire, zut, j'ai des produits inhibiteurs enzymatiques, je ne sais pas trop, est-ce que ça a impacté ou pas beaucoup impacté, mais je vais doser, comme ça je verrai en direct si ça a impacté ou pas sur l'exposition de l'anti-infection. Des fois, on voit une tox apparaître, on se dit, tiens, je vais doser, parce que c'est réduit à des fortes concentrations d'aminoline ou anti-infectieux. On peut essayer d'expliquer, on dit, il y avait l'antibiotique qui ne marche pas, pourquoi il ne marche pas? Est-ce que mon patient doit sous-exposer? Je vais doser et vérifier est-ce que je n'ai pas une concentration beaucoup trop faible. Dans un cas qui ne concerne pas vraiment l'AREA, c'est suspicion de non-observance, c'est-à-dire que ça peut être aussi un moyen de vérifier que les patients prennent bien les traitements, mais généralement, il n'y a pas trop de problème en réanimation. Alors, les patients de réanimation ont une grosse variabilité interindividuelle, voire intra-individuelle chez le patient de réanimation, pour tout un tas de raisons. Donc, souvent, on va retrouver des désordres cardiovasculaires, ils reçoivent des solutés de remplissage, ils ont différentes pathologies
ou infection. Comme on a vu ce matin, une infection peut entraîner des modifications d'expression de tel ou tel transporteur, les inflammations vont modifier les perméabilités membranaires. La fixation protéique peut être modifiée aussi. Ça, pareil, la fixation protéique, ça va prendre en compte quand on interprète des résultats de mesures de concentration. Je reviendrai un tout petit peu après. Donc tout ça, c'est des choses qui modifient le volume de distribution, en gros, comment le médicament va se distribuer dans l'organisme. Et le volume de distribution, c'est ce qui va impacter surtout sur le Cmax, sur les concentrations maximales. C'est ce qui va faire ces paramètres PK qu'on va prendre en compte surtout pour déterminer les doses de charge. Et après, il y a tout un tas de variations sur la clairance, donc la capacité du patient à éliminer la molécule. La clairance, c'est un paramètre pharmacocinétique qui impacte surtout sur les concentrations en équilibre. Donc, par exemple, une perfusion continue, ça va impacter sur le niveau de la concentration à l'état stable. Et donc là, typiquement, on va avoir des patients insuffisants hépatiques, rénaux, des modifications des débits sanguins, notamment rénaux-hépatiques, ça va jouer sur les clairances. Il y a le cas des patients hyperfiltrants, je crois qu'il y a une présentation cet après-midi sur le cas des hyperfiltrants, l'animation, il y en a beaucoup, et ça sera impacté pas mal sur l'élimination de nombreux antibiotiques qui sont assez hydrophiles, et toujours le problème des interactions médicamenteuses. Donc beaucoup de paramètres qui font qu'en réanimation, ça peut être intéressant de faire du STP. Parce qu'on n'est pas capable d'anticiper à l'avance comment va se comporter, quelle sera la pharmacocinétique chez nos patients. Petit rappel, je vais assez vite, donc sur les index PKPD classiques qu'on trouve en infectiologie qui vont nous permettre qui vont être un peu nos cibles pour être efficaces ou on va essayer d'atteindre pour être efficace. Alors, il y a deux grandes classes avec les médicaments dits concentration dépendants, où là on va chercher à avoir des Cmax les plus élevés possibles. Et typiquement, ça va être aminoside, fluoroquinolone par exemple. Et ensuite, les temps dépendants, c'est tous les bêta-lactames, où là, c'est pas la peine de monter trop en concentration, parce qu'en fait, l'effet va saturer. Et donc, on va plutôt chercher à avoir des concentrations qui restent longtemps à un niveau, par exemple, supérieur à la CNI. Donc, du coup, d'un point de vue des administrations, si on veut atteindre ces caractéristiques pharmacocinétiques, si on veut des concentrations fortes, des forces Cmax, le mieux, c'est de faire des doses intermittentes, assez espacées, assez fortes, mais espacées. Par contre, si on veut avoir des concentrations stables qui atteignent un certain niveau pendant relativement longtemps, c'est plutôt la perfusion continue qui va être privilégiée. Donc, typiquement, pour les bêta-lactames, on va plutôt privilégier des perfs continues si on veut atteindre des temps au-dessus de la CNI ou X fois la CNI suffisamment longtemps. Alors, un petit mot sur la fixation protéique, parce que c'est relativement important. Quand vous faites des dosages des labos de pharmaco, généralement, vous rendez des concentrations totales. Le problème, c'est que la concentration qui est efficace, c'est des concentrations libres. Les index PKPD, que vous avez dans la littérature, généralement, sont des index PKPD qui sont en concentration libre. Donc, on fait, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on prend la valeur de fraction libre dans la littérature et puis on l'applique en disant, bon, je sais que mon produit il est fixé à 50%, je mesure 10 mg par litre, donc en libre, je vais être à 5 mg par litre. Et puis, je compare mon 5 mg par litre en libre à une cible, par exemple, qui sera en libre aussi. Alors, on pourrait les doser. Le problème, c'est que ça ne se fait pas parce que ça demande du temps, du matériel et des différentes techniques, ultrafiltration, ultrasensibilisation qui pourraient être utilisées pour mesurer des concentrations libres, ce qui serait plus pertinent et ce qui n'est généralement pas fait. Alors, un petit mot quand même sur cette histoire de fraction libre, parce que souvent, il y a une mauvaise interprétation des résultats, c'est-à-dire que chez le patient de là, par exemple, vous pouvez avoir des hypoalbuminémies qui vont entraîner une augmentation de la fraction libre. Quand vous avez moins d'albumine, on se dit que la fraction libre augmente, ce qui est vrai, et donc le raisonnement classique, c'est de se dire la fraction libre augmente, donc mes concentrations libres augmentent, donc je vais avoir augmentation de mon effet thérapeutique ou de ma tox. En fait, ce n'est pas comme ça que ça marche, c'est dans l'autre sens, c'est-à-dire que si vous avez moins d'albumine, ça va moins se fixer. En fait, votre concentration libre, elle ne bouge pas, mais c'est votre concentration totale qui, elle, va baisser. Ce qui veut dire que quand vous faites un dosage de concentration totale, on va trouver un résultat qui sera plutôt faible. Et vous pouvez mal interpréter ou dire, bah, zut, tiens, j'espérais être à 20 mg par litre et je suis à 10. Alors qu'en fait, en concentration libre, vous êtes à la bonne concentration. C'est juste qu'effectivement, vous avez moins d'albumine, vous avez des concentrations totales qui sont abaissées, mais malgré tout, vous êtes à des concentrations libres qui, elles, peuvent être efficaces sans être toxiques. Souvent, il y a ce problème d'interprétation, c'est pour ça que j'en reparle, parce que c'est assez fréquent comme modèle d'interprétation d'une fixation protéique.
Alors, typiquement, son VO2, c'est la concentration plasmatique, sachant que le site d'action, le site infectieux, souvent va être au niveau sanguin. Donc, potentiellement, ça peut être intéressant d'aller doser dans des milieux, dans des matrices qui sont plus proches du site d'action, par exemple du LPA ou dans du LCR, des patients avec des dérivations ventriculaires, des choses comme ça. Bon, pour pouvoir le faire, il faut avoir un labo aussi qui puisse vous doser dans cette matrice. Et puis pareil, après, il faut aussi être capable d'interpréter. Très souvent, on va interpréter le résultat directement dans le LCR, par exemple, par rapport à la CMI, des choses comme ça, mais ce n'est pas toujours si simple que ça, interpréter un résultat dans une matrice autre que le plasma. Généralement, les index sont issus de concentration plasmatique. Si on vous dit on veut une AUC supérieure à temps, c'est une AUC dans le plasma. Du coup, on ne sait pas l'AUC dans le LCR. Est-ce qu'il faut cibler la même valeur ou est-ce qu'on peut se permettre de cibler autre chose? Donc, les interprétations dans d'autres matrices que le plasma ne sont pas si simples que ça parce qu'on a du mal à connaître les cibles des KPD. Alors, il y a d'autres moyens de prédire les concentrations au niveau des sites d'action sans avoir à faire de mesures, parce que vous avez des modèles qui peuvent vous définir comment votre molécule va passer du sang vers tel ou tel organe ou tel tissu, notamment le modèle PVPK, dont on a parlé un peu ce matin, qui peuvent permettre effectivement d'estimer cette distribution tissulaire. Alors, comment on fait pour estimer les paramètres PK qui nous intéressent? Donc, typiquement, ce qui nous intéresse, c'est Cmax, Cmin et AUC et le temps au-dessus de la CMI. Donc, Cmin, c'est facile, il suffit de faire un prélèvement juste avant la dose, l'administration de la dose. Le Cmax, si vous êtes en perf, c'est simple, le Cmax, c'est observé en fin de perfusion. Le Cmax, c'est un peu plus compliqué si vous n'êtes pas sur une perfusion, si vous administrez des prodrogues, comme ça, où là, généralement, on observe le Cmax un certain temps après l'administration. Donc là, c'est un peu du cas par cas. L'AUC, alors l'AUC, si on voulait déterminer l'AUC, l'idéal, ce serait de faire beaucoup de prélèvements. Bon, ça, c'est un peu compliqué de faire beaucoup de prélèvements, d'accord? L'AUC, c'est quoi? C'est la surface sous cette courbe, ici, des concentrations. Donc, si on veut le faire bien, ce qu'il faudrait, c'est avoir plein de points, et puis on pourrait, comme ça, estimer la surface de la courbe. Donc, généralement, on ne se permet pas de faire autant de temps de prélèvement. Et donc, vous avez, alors, ou bien il y a dans la littérature, on trouve des formules qui permettent, à partir d'une concentration mesurée à tel temps, d'estimer quelle va être l'AUC la plus probable. Sinon, l'AUC, c'est pas si simple. Typiquement, les AUC, ce qu'on fait plutôt, c'est qu'on va faire plutôt des approches avec des modélisations pharmacocinétiques. Je vais un tout petit peu dessus après. Et pareil, pour les temps au-dessus de la CMI, c'est assez compliqué d'estimer un temps sur la CMI juste avec une mesure de concentration. Sauf si vous faites une résiduelle. On peut faire l'hypothèse que la résiduelle, c'est la concentration la plus faible sur votre réseau. Donc, si vous avez une résiduelle qui est supérieure à votre CMI, vous savez que vous êtes 100% du temps du la CMI. C'est à peu près tout ce qu'on est capable de calculer en temps du la CMI, juste en mesurant la concentration. Alors, on passe un peu du TDM conventionnel. Alors, le TDM conventionnel, c'est ce que je viens de décrire un peu là. C'est on administre une dose qui vient du Vidal. On attend d'être à l'équilibre, on fait un dosage, on mesure la concentration, on compare la concentration qu'on a obtenue à ce qu'on espère obtenir, et puis on adapte la posologie, on met ensemble règle de 3, vous avez des nomogrammes, des choses comme ça pour les dosage. Je multiplie ma dose par 2, ou je augmente de 50%, ou je la baisse de 30%, etc. Et on change la poso, puis vous recommencez, vous refaites un dosage. Il y a deux approches qui peuvent être utilisées maintenant si on va baser notre STP sur des modèles mathématiques pour faire des adaptations de posologie. Un des gros avantages de ces modèles, l'idée, c'est qu'on part d'un modèle pharmacocinétique qui va nous décrire notre PK notre pharmacocinétique dans notre population d'intérêt. On sait que dans notre population, notre clairance est à telle moyenne et tel écart-type, en gros. Pareil pour le volume de distribution, puis pour les différents paramètres PK. Et on peut, là, juste en faisant un seul prélèvement, plusieurs, enfin, on va dire qu'on peut le faire avec un seul prélèvement, on va être capable d'estimer par des méthodes bayésiennes quels sont les paramètres PK les plus probables pour cet individu. Et donc, à partir d'un prélèvement qu'on fait à n'importe quel temps, à la limite, on n'est pas obligé de se mettre à la résiduelle, on peut faire un temps de 2 heures après une prise, ou n'importe quel autre temps. On va être capable, comme ça, d'estimer ces paramètres PK les plus probables et du coup, d'estimer
pour cet individu, quel sera son Cmax, quel sera son AUC, quel sera son temps de la CMI, etc. Une fois qu'on a ces paramètres PK, on est capable on a un modèle mathématique et on est capable d'estimer quels sont tous ces paramètres PK les plus probables. Et donc ça apporte de la flexibilité, c'est-à-dire qu'on n'est plus obligé de mesurer autant du Cmax, on n'est plus obligé de mesurer en résiduel, on n'est pas obligé de faire beaucoup de points pour avoir une AUC, d'accord? Souvent, une seule mesure va permettre d'estimer tous les paramètres PK. Alors, en réanimation, bon, c'est des fois un peu moins pertinent que dans d'autres cas, parce qu'en réanimation, souvent, on peut faire les prélèvements un peu quand on veut. Par contre, il y a tout un tas de cas de figure où les cliniciens ou les patients, en consultation, où là, du coup, le temps de prélèvement est un peu imposé. Donc là, ça apporte de la flexibilité, parce qu'on peut attendre que le patient soit disponible pour faire un prélèvement, et puis on peut estimer tous les paramètres PK, quel que soit le moment du prélèvement. Alors voilà, par exemple, un exemple de ce qu'on fait un peu avec ces modèles sur Poitiers, là, pour le linézoïde. Donc, je vous dis, là, on rentre toutes les informations d'un patient avec des covariables, des covariables qui sont pertinentes là, pour la pharmacocinétique du linézoïde. Donc, par exemple, on rentre la clairance de créatinine, on va rentrer la posologie qu'il reçoit. On a fait un dosage, donc on rentre la mesure de la concentration qui a été dosée. On a rentré dans le logiciel le modèle de population pour le linézoïde dans la population de patients en réanimation. Et donc, on peut aller prédire pour cet individu, avec une seule mesure de concentration, quel est son CMI le plus probable, quel est son AUC la plus probable, etc., ou son temps de la CMI, on peut calculer un peu tout ce qu'on veut. Donc là, c'est ce qu'on fait. Et on peut proposer du coup une adaptation de posologie pour le linézoïde, mais ce patient, monter la dose de 50% si vous voulez atteindre la cible, par exemple. Donc là, c'est un exemple de TDM assisté par les modèles. Donc voilà, en gros, pour un tour d'horizon de ce qui peut se faire d'un point de vue TDM. Et alors maintenant, du point de vue des anti-infectieux, quel est l'état des connaissances? Parce que se pose malgré tout la question de est-ce que c'est la peine ou pas la peine de faire du TDM sur les anti-infectieux? Alors la réponse n'est pas si évidente que ça. Alors, il y a quelques anti-infectieux pour lesquels on a des niveaux de preuve suffisants, où il y a pas mal d'études effectivement qui montrent que c'est intéressant de faire du TDM. Il y en a d'autres, c'est beaucoup moins clair. Il y en a, on se dit que ça doit être bien, mais en fait, on n'a toujours pas réussi à montrer la preuve. Donc, je vais vous montrer un peu les principaux résultats allant dans le sens où, dans quelle molécule, en tout cas, le TDM a prouvé son intérêt. Alors, parmi les molécules pour lesquelles c'est le plus montré, ça va être les aminosides, où on peut retrouver dans la littérature tout un tas d'études où, effectivement, on va montrer que, alors là, typiquement, on compare, il y a deux bras, c'est des études prospectives, on compare quand on fait du TDM versus quand on ne fait pas de TDM. On peut voir, par exemple, que c'est la durée du traitement qui est plus longue quand il n'y a pas de TDM. L'hospitalisation qui passe de 20 à 26 jours quand il n'y a pas de TDM. Plutôt qui descend à 20 jours quand il y a du TDM. La néphrotox, ici, là, qui était 3% sous TDM versus 13% sans TDM. D'accord. Et donc ça s'applique en gros aux différents aminosides, Ginta, Tobra, Amic, ça a été assez démontré. Donc ça a été bien démontré pour les aminosides, que ce soit en termes de tox ou d'efficacité, où il y a des études qui montrent que d'un point de vue d'efficacité microbio ou clinique, on a des différences significatives entre les groupes où il y a du TDM et les groupes où il n'y a pas de TDM. Il y a des méta-analyses, pareil, qui ont été faites, qui montrent que la néphrotox, effectivement, est liée avec les concentrations résiduelles. Vous avez un autre ratio de 0,2 sur le risque de faire la néphrotox quand vous avez du TDM versus pas de TDM. Pareil pour la micacine. Donc globalement, on a un niveau de preuve quand même pour les aminosides qui est assez élevé, donc en faveur du TDM. Cette diapo, donc là c'est juste pour rappeler, donc effectivement les aminosides, c'est des médicaments anti-infectieux concentration dépendante. Donc ce qu'on veut, c'est avoir des concentrations fortes, donc plutôt administration intermittente, ce qui permet d'avoir des Cmax assez élevés. Et puis par contre, la tox est plutôt en lien avec la résiduelle, et donc en résiduel, on a des concentrations relativement faibles. Et donc même on peut jouer sur l'intervalle de dose pour permettre d'avoir des résiduels qui soient pas toxiques. Donc vous avez des cibles. Plus ou bien moins déterminées, c'est toujours pareil, dans la littérature, on peut trouver des valeurs plus ou moins variables. Donc typiquement, si ce qui vous intéresse, c'est vérifier l'efficacité, ce qu'il faut regarder, c'est le Cmax. Si vous, ce que vous voulez, c'est être efficace sur votre patient de réa,
vous allez chercher à avoir un Cmax suffisamment haut. Donc là, ce qu'on va regarder, c'est le ratio Cmax sur CMI. Typiquement, on va dire qu'il faut qu'il soit supérieur à 10. Si par contre, ce qui vous inquiète, c'est plutôt le côté néphrotox, là, vous allez plutôt ajuster la posologie sur le côté résiduel. Donc là, vous allez, en fonction de la molécule, dire moi, je veux une résiduelle qui soit inférieure à 2 mg par litre, 5 mg par litre, par exemple, si vous avez de l'amicacine. Alors, l'Avanco, pareil, l'Avanco, on a un niveau de preuve qui est relativement satisfaisant sur l'utilisation du TDM. Vous avez pareil, des méta-analyses qui vont vous montrer qu'effectivement, le ratio, le risque de faire une néphrotox sera plus élevé si vous avez des résiduels qui dépassent par exemple 20 mg par litre. Avec un odds ratio de 2,4. Donc là, c'est par rapport à la résiduelle. On a la même chose. En fait, l'AUC aussi un marqueur de risque de néphrotox de l'Avanco, avec un odds ratio de 2. Donc, que ce soit résiduel ou AUC, les deux sont des marqueurs de néphrotox. Pour l'efficacité, par contre, on va prendre AUC sur CMI. D'accord. Donc, on a des méta-analyses qui nous montrent qu'effectivement, si vous avez des AUC sur CMI supérieurs à 400, vous avez une meilleure chance de guérir le patient que si vous avez des AUC sur CMI inférieurs à 400. Alors, je l'ai dit, pour la néphrotox, on peut utiliser ou bien la C résiduelle ou bien l'AUC, en fait. Ça serait mieux, dans le meilleur des cas, d'utiliser l'AUC, parce qu'en fait, si il y a des études qui ont comparé, est-ce que c'est mieux d'utiliser, de faire du TDM sur l'AUC ou sur la résiduelle? En fait, c'est mieux de faire du TDM sur l'AUC. Donc, on a moins de risque de faire une néphrotox quand on a fait du TDM sur l'AUC. Et donc, voilà. Donc, on a des cibles sur l'Avanco qui sont quand même relativement bien établies, notamment cette cible d'AUC sur CMI supérieure à 400. Donc après, il y a le cas de la perf continue. La perf continue, donc là, typiquement, vous montez des concentrations qui montent, puis à un moment donné, ça se stabilise. Typiquement, l'on pour être efficace, il faut avoir une concentration d'équilibre de 20 mg par litre. Alors, il y a d'autres molécules. Il y a l'intérêt de faire du STP, le linezolide, par exemple, on peut voir sur cette diapo qu'en fait, pour une même dose de linezolide, du 600 mg 2 fois par jour, vous avez une forte variabilité ici des concentrations résiduelles. Même dose, mais d'un individu à l'autre, vous avez des concentrations résiduelles qui vont passer de moins de 1 à 35 mg par litre. D'où l'intérêt de se dire, bah, tiens, mon patient, voilà, dans cette distribution, où est-ce qu'il est? Est-ce qu'il est en bas ou est-ce qu'il est en haut? Donc là, pareil, on a des cibles qui sont décrites dans la littérature, notamment pour les tox, les risques de thrombopénie. On sait qu'il ne faut mieux pas dépasser des résiduels de 9 mg par litre. Alors, un petit mot sur la colistine, bon, je vais passer assez vite parce que je crois que le temps passe. Alors, à Poitiers, on a un peu de spécialité sur le dosage de la colistine. La colistine, c'est administré comme une prodrogue, le CMS, le colistimétate, donc ce qui complique un petit peu l'analyse. Et donc, le CMS va se transformer en colistine, qui elle-même sera éliminée en partie par voie rénale. Et donc, on se dit, si on veut être efficace sans être toxique avec de la colistine, il faut plutôt avoir des concentrations aux alentours de 2 à 4 mg par litre. Si on prend les résultats de dosage qu'on a pu faire sur Poitiers, je ne vais pas actualiser les données, mais en gros, on avait, ça devait être au début du moment où on a commencé le dosage. Donc on voit, on a envie d'être entre 2 et 4. On avait en gros un quart des patients qui étaient effectivement dans la zone thérapeutique, et puis on en a un certain nombre qui étaient sous-dosés et quelques-uns qui étaient plutôt surdosés. Donc là, la cible de colistine n'est pas hyper bien connue. Donc là, typiquement, on est dans un cas où l'adaptation de posologie va plutôt se faire en situant notre patient par rapport au reste de la population. Donc on va se dire, bah, tiens, mon patient, je le dose à 0,5, typiquement, je suis sous-dosé par rapport aux autres patients. Même si on n'a pas dans la littérature de vraie cible, on va nous dire, bah, s'il est efficace, il faut avoir une concentration à 3. On ne trouve pas de niveau de preuve très important, mais là, on a plutôt tendance à adapter la posologie pour nos patients pour les faire retomber à peu près dans les mêmes concentrations que les autres. Si par contre, on trouve une concentration à 10, on va dire, bah, lui, il est trop fort. Bon, après, il y a toujours la clinique qui va rester également très importante pour dans le choix ou pas d'adapter la posologie. Voilà un exemple d'un suivi thérapeutique qu'on avait fait pour de la colistine pour un patient. Donc là, ajusté par ordinateur, c'est-à-dire qu'on a utilisé des modèles mathématiques pour prédire le profil cinétique de colistine de notre patient, qui avait pour particularité d'avoir des séances d'hémodialyse.
Donc là, les petites zones en bleu représentent des séances de dialyse. Donc là, c'était particulièrement utile de doser la collicine pour voir un peu, au moment des séances, quel va être l'impact de ces séances sur la concentration de collicine, parce que la collicine est dialysée. Alors pour finir, peut-être un mot sur les bêta-lactamines. Parce qu'en fait, en ce moment, il y a pas mal de travaux qui sont plutôt sur les bêta-lactamines, comme elles sont très utilisées. On a des niveaux de preuve assez variables. Alors, ça va dépendre des molécules, mais on commence à avoir des études quand même qui montrent qu'il y a intérêt à faire du TDM. Donc, on retrouve effectivement des études qui vont comparer de bras, TDM versus pas de TDM, et qui vont montrer qu'on va avoir un intérêt à faire du TDM pour certaines bêta-lactamines. Bon, là, je ne vais pas en parler parce que le temps tourne, mais se pose aussi la question, quand vous avez des inhibiteurs de bêta-lactamase, de l'inhibiteur. Souvent, on se préoccupe de la bêta-lactamine, on ne se préoccupe pas trop de l'inhibiteur, alors qu'il y a des travaux qui commencent à montrer que ça pourrait être intéressant de suivre aussi l'inhibiteur. Pour finir, je passe assez rapidement sur les antifongiques. Pareil, sur les antifongiques, on a un bon niveau de preuve sur le voriconazole, où effectivement, on a un polymorphisme génétique sur le métabolisme du voriconazole. Et donc, vous avez des métaboliseurs lents et des métaboliseurs rapides, d'où l'intérêt d'aller faire du TDM sur ces patients. Là, pareil, il y a des méta-analyses qui montrent qu'effectivement, pour le vorico, c'est utile de faire du TDM et de suivre les concentrations. Les niveaux de preuve sont peut-être un petit peu plus faibles pour ITRA et Posaco, voire flucytosine, mais pareil, ça va plutôt quand même dans le sens d'utiliser du TDM pour ces molécules. Donc, en conclusion, assez vite, l'intérêt du STP a été montré sur des molécules, mais pas tant que ça. Après, ce qui est souvent pas trop bien connu, c'est la cible thérapeutique, c'est quelle cible atteindre pour être efficace sans être toxique. On travaille pas mal, il y a pas mal de gens qui bossent sur les cibles des bêta-lactamines, donc je pense de plus en plus maintenant, les cliniciens quand même aiment bien suivre un peu les concentrations des bêta-lactames pour voir est-ce qu'ils vont être efficaces ou pas. Il y a aussi des cibles pour les toxicités qui commencent à sortir. Enfin, globalement, on manque encore un peu d'études, notamment prospectives, randomisées, qui nous permettraient de démontrer l'intérêt du STP. Et des fois, on a du mal à démontrer l'intérêt du STP, justement, parce qu'on a du mal à avoir des cibles thérapeutiques qui soient très bien définies. Souvent, ça provient d'études qui ont été faites chez l'animal. On a vu chez l'animal qu'il fallait un ratio d'AUC sur CMI de temps. C'est transposé à l'homme en prenant en compte les fractions libres, des choses comme ça. Enfin, ça reste assez empirique et peut-être aussi qu'on essaie de démontrer l'efficacité du TDM sur des cibles qui ne sont peut-être pas les plus pertinents. Bon, voilà.